Donc là, tu l'as lancé, Voilà. Ok. Là, je lance le rec, là. Oui, tu lances ce rec-là et l'autre là, il est fait ici. La souveraineté de la France et la souveraineté de tous les territoires et de tous les peuples. Et ben c'est parfait! Je suis Patrick Garlati, référent de Haute-Savoie. J'ai 74 ans et encore beaucoup d'énergie pour servir le mouvement des Patriotes. Le mouvement s'est réellement organisé en Haute-Savoie en juillet 2021. Cela fera 4 ans, en juillet prochain, que nous sommes organisés. Le mouvement a une grande énergie. Il l'a trouvée dans les luttes anti-pass, contre les injections de produits frauduleux, dans les actions contre les confinements. Nous y avons mis beaucoup d'énergie et nous avons énormément agrandi notre mouvement en Haute-Savoie. Aujourd'hui, celui-ci, le département, est une vraie force politique, voire la seule force politique qui défend les Hauts-Savoyards, cela grâce aux énergies déployées par les adhérents. Oui, nous sommes des centaines et des centaines, répartis dans, écoutez bien, 208 communes sur les 279 du département, soit une présence de patriotes dans 75% des communes de Haute-Savoie. Et cela en 4 ans. Aujourd'hui, sont représentées une commune sur 4, soit 25% des communes de Haute-Savoie. Et je vous remercie de votre présence. Avec ce constat, nous avons l'obligation d'aborder les élections municipales et communales avec énergie. Elles auront lieu le premier trimestre 2026. Nous aurons besoin de vos énergies individuelles et si vous venez dans ce combat indispensable, nous aurons des élus et nous formerons une force politique au service des citoyens et des territoires dans lesquels vous vivez. Oui, je m'adresse à la grande majorité d'entre vous, les Hauts-Savoyards, ici présents, à plus de 240, c'est-à-dire pratiquement toute la salle. Vous représentez une force, et il faut bien comprendre que cette force n'est pas à notre service, mais est à votre service et au service des populations. Mais je tiens aussi à souligner les 14 amis de Savoie qui sont présents, les 40 amis du Jura, du Doubs, du Gex et de l'Ain, les 24 amis de l'Isère, du Rhône, de la Drôme. Oui, on peut les applaudir. Avec un remerciement spécial aux 33 amis de Suisse qui sont présents parmi nous. Et ils sont répartis dans 15 communes suisses, ce qui est bien, pour eux. Mais quel que soit votre lieu de vie, votre territoire, sachez que tous, vous subissez les crises, les difficultés sur votre lieu de vie, et que c'est par vos actions, vos comportements sur vos communes que nous sortirons tous ensemble des crises et des difficultés que vous subissez et vivez au quotidien. La Haute-Savoie, c'est 840 000 habitants qui représentent une densité au kilomètre carré du double de tous les départements français. Pour 100 au kilomètre carré de population, en Haute-Savoie, on est à plus de 200. Et cela, je l'indique parce que
Ça permet de voir que ce chiffre de 200 km² crée des difficultés très importantes, mais aussi des responsabilités qui ne sont pas forcément assurées et assumées par les élus. Dans le désordre et en sachant que tout est prioritaire, il faudra beaucoup d'énergie pour les résoudre. Les embouteillages, les bouchons d'une étendue de 1h à 2h30, tous les matins, tous les soirs, tout au long de l'année. Le transit international de camions par le tunnel du Mont-Blanc et les pollutions aux particules fines. Les routes majoritairement inadaptées aux circulations massives, les autoroutes payantes, même dans le projet de nouvelle autoroute, ça sera payant, comme quoi c'est une bonne manne financière. L'apparition actuelle des zones à faible émission, à 30 km/h, qui vont devoir être des zones à forte exclusion. La circulation des personnes à mobilité réduite sur les trottoirs remplis d'obstacles ne facilite pas la vie des handicapés. Le système et les services de santé complètement affaiblis en Haute-Savoie, à l'agonie, jusqu'aux urgences qui s'écroulent, dont les personnels sont malmenés et en panique. Le logement des salariés au SMIC est impossible, surtout pour devenir propriétaire. Le logement des saisonniers, difficile et parfois, voire souvent honteux. Les problèmes de pollution de l'eau. Le carburant fort cher en milieu rural de montagne. Les transports collectifs insuffisants, alors qu'il faudrait de l'innovation sur la matière. Et nous avons des propositions. Mais que dire de l'alimentaire sur les produits agricoles? C'est bien, mais... Sur l'ensemble du secteur agricole, en 35 ans, écoutez bien, les exploitations agricoles sont passées en Haute-Savoie de 7500 à 2500. 2500 exploitations individuelles, et on perd une exploitation tous les 4 jours. Ce sont des chiffres officiels. Les barrages hydroélectriques, les centrales hydrauliques ont un manque d'entretien flagrant avec les conséquences que cela peut produire sur les territoires et tout le vivant. Le collisionneur de particules, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, qui est prévu de 90 km entre 200 et 400 mètres de profondeur du CERN, dossier obscur sur les objectifs et les financements. Bien d'autres situations démontreraient que les difficultés sont très importantes. Mais que font les élus du département et les élus nationaux sur l'ensemble de ces sujets et d'autres? Aurait-il un manque d'énergie, un manque d'analyse, de conviction politique pour apporter des réponses concrètes sur ces sujets? Au mouvement des Patriotes, pour analyser, construire, décider, nous ferons des référendums d'initiative citoyenne sur tous les sujets. Cela permettra de reprendre confiance en la vie politique. Aux Patriotes, nous avons des femmes, des hommes qui ont de l'énergie pour agir et faire. En Haute-Savoie, les Patriotes se réunissent régulièrement pour se connaître, échanger, décider dans des ambiances conviviales, parfois très conviviales. Nous participons à accueillir, aider, accompagner les victimes des injections frauduleuses dans le cadre de l'association Arrêtage qui participe actuellement à Vierzon à la 2e coordination internationale des associations d'aide aux victimes. Dans le cadre des zones à faible émission ou à force contrainte, les Patriotes participeront au collectif d'Annecy qui rassemblera des énergies nécessaires pour dire oui à la suppression des zones en question en prenant en compte les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Un rassemblement aura lieu le 9 février au Paquier, à Annecy, à 14h. Il en est aussi de la demande des Patriotes que nous entreprenons auprès des maires du département pour qu'ils signent la demande de désignation des candidats à la présidentielle
par 100 000 signatures citoyennes réparties sur différents départements. Sûr que ce soit les maires et les partis politiques qui désignent pas les candidats la prochaine fois. Tout cela dit, j'appelle, et ils le sont déjà, sur la scène nos intervenants, avec Jacques-Éric Chevalier, qui se présentera, Geoffrey Bollé et Florian Philippot. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite de bons débats, une bonne intervention pour Florian. Et à la fin du discours de Florian, on chantera tous la Marseillaise. Je demanderai aux délégués de venir sur scène. Ça, pour moi, c'est un honneur pour eux. Et puis ensuite, dans différents coins de la salle, dans les 4 coins plus dans l'autre salle, nous recevrons les personnes qui désirent discuter avec nous. Et pour ça, on aura tout le temps. Et Florian sera aussi à votre disposition à la librairie, où vous l'avez vu tout à l'heure, pour les dédicaces. Je vous remercie et bonne soirée à tous. Eh bien, merci à Patrick Garlati, notre référent patriote pour la Haute-Savoie, pour cette présentation très complète et pour l'animation de ce département. Et je sais qu'il est avec ses équipes par ailleurs, et d'autres référents et d'autres équipes, d'autres départements et même d'autres pays, avec la Suisse. Voilà, bravo. Je salue d'ailleurs les personnes présentes dans l'autre salle, hein, puisqu'on a été victime de notre succès. On préfère dans ce sens-là, vous me direz. Hein. Et donc on a dû s'adapter, mais c'est très bien. Nombreux. Et là, on va tout de suite commencer par cette table ronde sur les questions de l'énergie. Quelle sera la politique énergétique de la France libre? Puisque vous le savez, dans la foulée des assises de la souveraineté d'Arras en septembre dernier, pour ceux qui y étaient, je sais qu'il y en a dans la salle, on avait lancé cette idée que nous allions préciser, approfondir le projet souverainiste, le projet des patriotes. Et on a déjà fait pas mal d'universités sur les questions de politique étrangère et de défense, les questions de l'euro, les questions de la politique agricole et alimentaire, maintenant de la politique énergétique, et d'autres viendront. Et vous avez, vous, à votre disposition, comme à chaque fois et comme c'était déjà le cas à Arras, des cahiers de projet sur le thème de l'énergie que vous pouvez remplir. Je crois qu'il est déjà dans la salle à côté, j'imagine. Vous le trouverez facilement, le cahier de projet sur les questions énergétiques, et vous pouvez le remplir. Nous, on prend tout et ça enrichit énormément les réflexions du mouvement et les propositions concrètes. Alors, sans plus tarder, et ensuite je prendrai la parole pour une intervention plus politique de rentrée. Je présente nos intervenants. Donc, à ma gauche, Jacques-Éric Chevalier. Merci Jacques-Éric. Il dira bien sûr un mot s'il le souhaite pour se présenter plus que je ne le ferai, mais c'est un patriote qui connaît très bien le monde de l'entreprise, qui est issu d'une lignée d'ingénieurs de haut niveau, qui connaît bien les problématiques notamment d'EDF et spécialiste, on peut le dire, des questions énergétiques, et qui va nous en parler avec toute la connaissance qu'il a du sujet. Et à ma droite, Geoffrey Bollé. Merci Geoffrey. Qui est patriote, membre de notre équipe nationale et notre comité exécutif par ailleurs, et qui connaît très bien les questions énergétiques, mais qui aura en plus ici un prisme sur les questions européennes, parce qu'on ne peut pas dissocier, vous l'aurez vite compris, comme sur beaucoup de sujets d'ailleurs, mais là particulièrement, on ne peut pas dissocier la question de l'Union européenne, la question de la souveraineté et la question de l'énergie. Alors, on parle beaucoup justement de ce marché européen de l'électricité. Beaucoup en parlent, beaucoup en ont appris l'existence peut-être aussi ces derniers mois, et tant mieux. Moi j'en parlais dans mon livre Frexit en 2018, parce que c'est une question centrale. Alors, avant de passer la parole à Jacques-Éric, je vais me tourner vers Geoffrey. Qu'est-ce que c'est que ce marché européen dont on parle si souvent, et en quoi il pose problème? Oui, merci Florian. Effectivement, le marché européen de l'électricité, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas forcément exactement ce que c'est. Alors c'est assez simple sur le papier, c'est tout simplement le marché européen appliqué au secteur de l'électricité.
C'est quelque chose qui est arrivé progressivement. Il y a eu en fait une vague de libéralisation du secteur de l'énergie à la fin des années 90 et au début des années 2000. Donc vous avez eu une succession de directives qui ont libéralisé le secteur et qui ont abouti à la mise en place de ce marché européen de l'électricité qui aujourd'hui, par ses règles diverses, détermine en gros le prix de l'électricité. À la fois le prix auquel vont l'acheter les fournisseurs et donc en conséquence le prix auquel vous allez le payer. On en a beaucoup parlé parce que au moment en 2022, il y a 2 ans, au moment de la crise de l'énergie avec la guerre en Ukraine, tout d'un coup les coûts de l'électricité, le tarif de l'électricité plutôt a explosé. Alors justement, le coût des productions d'électricité, lui non, enfin pas pour tous les acteurs, a explosé et on est arrivé à une situation où tout d'un coup le prix du mégawattheure est monté à 1 000 euros. 1 000 euros le mégawattheure au plus fort de la crise, alors qu'un an auparavant, il était de 85 euros. Vous voyez, un système qui permet une telle volatilité des prix est un système qui a un énorme problème. Donc il y a eu beaucoup de débats à l'époque pour exiger une réforme du marché européen de l'électricité et en particulier une réforme du mode de calcul du prix de l'électricité qui, à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, spoiler alerte, il n'y a pas eu de réforme structurelle de ce marché, fait que le tarif de l'électricité est déterminé à partir de l'entrée de la dernière unité de production sur le marché, à savoir les usines à gaz. Or, le gaz, au moment de la crise 2022, c'est précisément ce qui s'était envolé. Pourquoi c'est complètement stupide? Parce que ceci est sans rapport avec le coût réel de production, en tout cas pour la France, lié à son mix énergétique. La France, elle a en gros 65% de son électricité qui est produite à partir du nucléaire. Le reste, c'est du renouvelable, notamment hydraulique et du renouvelable contrôlé. Et puis, le gaz et les énergies fossiles, c'est tout à fait marginal, c'est moins de 5%. Donc la France s'est retrouvée à devoir payer son électricité au prix du gaz, alors que le gaz compte pour quasiment rien dans son mix énergétique. C'est totalement absurde. Et donc, ils nous ont promis une réforme de ce système, et ils se sont félicités d'une réforme du marché européen de l'électricité qui, évidemment, ça a accouché d'une souris. Il n'y a jamais rien eu. On n'a pas touché au mode de calcul de prix. En lieu et quoi, ce qu'ils ont appelé réforme, par exemple, c'est la création de contrats CFD. Alors, c'est un acronyme anglais pour Contract for Difference. Et en fait, en quoi ça consiste ce système, c'est ça qu'ils ont vendu comme une réforme. Eh bien, puisque effectivement le système de calcul des prix est délirant et extrêmement volatile du fait des cours des matières premières, ils ont décidé de faire des contrats entre les fournisseurs et l'État. Entre les deux, ils vont déterminer un prix. Donc le contrat, ça dépend, ça peut être 80 euros par exemple le mégawattheure. Et si les cours du gaz, les cours de l'électricité sont plus élevés, eh bien, le fournisseur s'engage à reverser une partie de ses bénéfices à l'État. Et si, à l'inverse, les coûts du gaz et de l'électricité baissent, à ce moment-là, c'est l'État qui doit compenser la perte et le bénéfice non réalisé par le fournisseur. Pourquoi c'est absurde? Quand vous réfléchissez bien, l'État, c'est qui? L'État, c'est vous. Autrement dit, quand le coût de l'électricité augmente, eh ben, vous le payez sur votre facture, il n'y a pas de souci. Après quoi, le fournisseur reverse une partie des bénéfices à l'État, mais l'État, il ne va pas vous le reverser à vous. Au mieux, il mettra l'argent dans la poche de Zelensky, au mieux, mais il ne mettra certainement pas l'argent dans votre poche. Et quand ça baisse, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je vous ai dit. Eh bien, quand les prix baissent, votre facture va légèrement baisser, mais cette fois, c'est vous, en tant que contribuable, qui allez payer pour compenser la perte. Donc, dans un système pareil, vous, soit en votre qualité de consommateur, soit en votre qualité de contribuable, vous serez perdant. Et là, vous avez l'exemple type d'un système, là c'était la réforme de ce système, d'un système où il y a toujours un grand oublié, c'est le consommateur. Parce que normalement, lorsqu'on a une politique énergétique digne de ce nom, que doit faire l'État? Il doit s'assurer d'une part que le pays dispose de suffisamment de moyens pour produire ses besoins énergétiques, produire son électricité, s'assurer du bon approvisionnement des matières premières qu'il ne possède pas sur son sol, et d'autre part, s'assurer que ce système soit au coût le plus faible à la fois pour ses citoyens, question de pouvoir d'achat, et pour ses entreprises, pour la compétitivité générale du pays. Avec le marché européen de l'électricité, nous sommes dans une situation où nous n'avons ni l'un ni l'autre, les factures explosent pour le citoyen,
et la compétitivité générale de notre économie est effondrée. Je crois que c'est très clair. Merci Geoffrey. Est-ce que, cher Jacques-Éric, un mot sur ce marché, est-ce qu'on peut en sortir? Et si on en sort, est-ce qu'on pourra produire une électricité beaucoup moins chère pour nous, Français, ménages ou entreprises? Alors la réponse est bien sûr oui, totalement oui, parce que chaque pays européen a la liberté de son choix, de son mix énergétique. Ça veut dire que si nous pouvons sortir immédiatement de ce marché, à condition d'avoir la volonté politique, et à ce moment-là, on revient à avoir... Oui, on revient donc initialement dans les années 90-2000 à avoir une structure EDF avec ses deux réseaux haute tension et basse tension, transport et fourniture d'électricité par Enedis. Donc relativement simple, c'est-à-dire une marge et puis un prix d'électricité beaucoup plus bas, parce que le prix d'électricité, prix de revient n'a pas varié depuis 30 ans. Or, qu'est-ce qu'on constate depuis 2010? C'est le troisième paquet législatif de cette directive européenne. Elle a contraint les réseaux EDF et les réseaux RTE et Enedis de prioriser et de rendre accessibles en priorité les énergies intermittentes, à savoir le solaire et le photovoltaïque. Et donc on est passé de 4 à 13%, oui, mais ces 13% se traduit comment? Se traduit par la construction de 21 000 éoliennes. Et l'éolien, chaque site, qui est composé de 5 mâts, nécessite 350 raccordements. Or, un site nucléaire, c'est un seul raccordement. Et donc là, ça fait exploser les prix parce que EDF a été obligé de mettre en place des éléments de stabilisation, des régulateurs, un matériel fou et des câbles énergétiques qui sont hors de prix. Aujourd'hui, on a dépensé 145 milliards pour prioriser uniquement les énergies intermittentes, pour passer de 4 à 13% en termes du mix électrique, c'est-à-dire la production électrique. Mais si on regarde notre mix énergétique, qui est différent du mix électrique, eh bien l'éolien ne représente que 1%. Donc vous voyez ce 1% par rapport au prix élevé de l'énergie, c'est absurde. Alors, ça c'est très important. Alors la question, je reviens à la question, peut-on sortir? Eh bien oui, le TFUE nous donne le choix de sortir, mais à condition d'avoir une volonté. Je ne connais plus l'article. Et M. Macheneau, qui est le président d'EDF Asie-Pacifique, qui a construit la première centrale en Chine, nous expliquait, c'est très simple, il a interrogé ses avocats européens et dit, mais il suffit de faire valoir nos droits. Encore faut-il qu'on ait une volonté politique d'en sortir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Même notre Premier ministre, il se tait sur le sujet, parce qu'il sait très bien... Oui, hello. Il sait très bien que, voilà, il faut une volonté politique pour en sortir. Et si nous en sortons, c'est tout de suite 2,5 fois moins cher, parce que là, on a rattrapé, en termes de prix, le prix du Grand d'Allemagne. Alors après, en termes de marché, je voudrais juste donner une explication, parce que c'est compliqué, le marché. Moi, j'ai eu des traders, 5 minutes, parce que c'est une opacité. Ce qu'il faut comprendre, en dehors du coût phénoménal, hein. Les Allemands, je rappelle, les Allemands ont dépensé 700 milliards et ils sont obligés d'investir encore 450 milliards dans quoi? Dans des centrales thermiques pour écrêter les pointes. Mais non seulement les pointes, c'est que quand vous avez dans le mix électrique, quand vous avez 40% qui sont produits par des énergies intermittentes, eh bien, l'hiver, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut faire l'ajustement. Hier, c'était 5% l'ajustement, parce qu'il n'y avait que du nucléaire. Aujourd'hui, il faut 40%. Ce volume est considérable. Donc, ils sont obligés de faire marcher de nouveau les centrales thermiques. Et ça, là, c'est le merit order qui fonctionne. Le merit order, c'est quoi? C'est le marché spot, le marché court terme, des énergies intermittentes. Parce que l'énergie nucléaire n'est pas sur ce marché. Il est sur le marché à terme. L'hydraulique et les énergies thermiques, fuel et gaz, sont sur le marché, sur les deux marchés. Si bien qu'en hiver, eh ben, l'éolien ne marche pas, le photovoltaïque ne marche pas, et donc le gaz. Et comme vous le savez, le gaz coûte très très cher, surtout depuis les sanctions. Donc, et j'en veux pour preuve, le Danemark
commence à revenir et à négocier directement avec la Russie, parce que le cas du Danemark est très, très significatif. Le Danemark avait une société d'État comme nous, qui s'appelait Dong. Elle avait les 3 secteurs, électrique, gaz, pétrole. L'essence et l'électricité ne coûtaient pas très cher. Et puis l'Europe a demandé à faire des énergies intermittentes. Et petit à petit, ils ont vendu toute leur société électrique, énergétique. Ils sont passés d'une situation nette exportateur d'énergie à une situation nette d'importation. Et aujourd'hui, le prix de l'essence coûte très cher, le prix de l'électricité coûte très cher. Et ils sont gênés aux entournures en hiver pour justement écrêter les pointes, parce que c'est plus 5%, c'est 40%. Donc ils sont obligés de construire des centrales de nouveau à gaz et d'aller chercher du gaz pas cher, parce qu'il est beaucoup trop cher le gaz américain. Et en plus, il est sale. Donc voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin dans l'explication, parce que j'ai eu beaucoup de mal d'avoir un trader, et il m'a donné 5 minutes parce que c'est une vraie opacité ce marché. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a monté une usine à gaz pour les traders. Et la variable d'ajustement, c'est le prix du gaz. Et donc en fait, on a financiarisé un bien commun. Et donc c'est une nouvelle féodalité, et ça, Machenaud, le président Machenaud, le dit bien. Il a interrogé ses collègues, il a dit, moi, ça m'est égal, moi je fais de l'argent très facilement, et il n'y a que 50 grands traders, 50 grandes sociétés, pardon, qui font du trading. Et quand vous les interrogez, ils vous donnent pas, ils vous disent rien, ils disent non, c'est pas pour vous le marché. Je ne vous expliquerai pas mon métier, parce qu'il y a des jeunes brillants qui s'installent avec 20 000 euros, qui vont en Allemagne chercher une éolienne, et donc ils disent mais trouvez le terrain. Dès qu'ils ont le terrain, ils font beaucoup d'argent avec ça. Donc ça, c'est une honte, parce que c'est de l'argent public. Plus la loi NOM. Alors la loi NOM, c'est quoi? On ne va pas en parler parce que c'est plus compliqué. Oui. Non, mais merci Jacques. C'est effectivement, de toute façon, la loi NOM, c'est aussi l'application de textes européens. Oui. Et tout ça, et on voit bien, effectivement, moi je retiens, on paierait 2,5 fois moins cher. Oui. Donc on peut payer 2,5 fois moins cher quand même, pour les ménages, et puis pour les entreprises. Oui. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de faillites, de délocalisation, etc. Bon, c'est évidemment beaucoup lié à ça. Ouais. Et puis la question européenne, financiarisation d'un bien commun, je retiens cette expression. On voit bien l'intérêt de quitter l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on reprend la main sur ce qui doit rester et redevenir un bien commun. Et qu'est-ce qu'il y a de plus que le bien commun que l'énergie? Enfin, l'énergie, comme dit Charles Gave, c'est l'économie en mouvement, dit-il. Il a raison. Donc, c'était extrêmement clair. Merci, parce que c'est un sujet pas facile. Mais il y a quand même un effort et de vous deux, d'ailleurs, de pédagogie pour que ça reste plus simple. Et il y a un autre sujet, d'ailleurs, la région le connaît bien, cher Geoffrey, c'est la question des barrages hydroélectriques. Parce que là, c'est incroyable. Il me semble que l'Union européenne nous menace, si on investit dans ces barrages, de les privatiser. Oui. Est-ce que c'est possible de sortir de ce scénario effroyable? Et voilà, parce que l'Union européenne, là encore, exerce une forme de prédation par rapport à ce que vous venez de dire tous les deux. On voit que le vrai choc de simplification, c'est le Frexit. Parce que honnêtement, si là personne ne comprend rien, il existe un marché de court, un marché de gros, on a laissé la place à la spéculation, etc. Avant, c'était très simple. Avant que l'Europe ne s'occupe de notre politique énergétique, on avait un monopole public et des prix réglementés de l'électricité. Et c'est simple. Un acteur, le prix qui est déterminé en fonction de l'intérêt général, le choc de simplification, c'est le Frexit. Laisser la main à l'Europe, c'est assurément complexifier les choses. Et il se trouve en plus complexifier les choses. Oui. Choc de simplification, c'est le Frexit. Et complexifier les choses, toujours, là vous remarquerez, c'est une constante dans des politiques de l'Union européenne, dans le sens des intérêts contraires à ceux de la France. C'est systématiquement, on dirait que les règles sont pensées pour nuire à notre pays. Alors, regardons, on avait l'exemple aussi des prix régulés dans le nucléaire, et après je viens très rapidement à la question des barrages. L'AREN, c'est quoi? L'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. C'est EDF qui est obligé de concéder 25% de sa production d'électricité nucléaire à ses concurrents à un tarif ultra préférentiel, pardon, pas à ses concurrents, à des fournisseurs,
à des fournisseurs à un tarif ultra préférentiel pour que ceux-ci puissent exister et faire des bénéfices à sa place. C'est hallucinant. Et c'est pour ça que vous avez maintenant plein de fournisseurs que vous-même, vous n'y comprenez rien ensuite, parce que Enedis en est un, mais il y en a d'autres avec des contrats divers et variés, etc. Tout ceci n'existe que pour faire exister artificiellement une concurrence qui n'a pas lieu d'être. Et donc, on en vient à la question des barrages, parce que c'est aussi une affaire de libre concurrence et donc d'idéologie européenne. L'Union européenne, depuis 2015, a mis en demeure la France, et l'a refait ensuite en 2019, et le conflit juridique est toujours en cours, de mettre en concurrence les concessions de ces barrages. En l'espèce, les concessions donc des grosses installations, celles qui produisent plus de 4,5, j'ai plus l'unité exacte de production, mais il faut considérer que ça représente à peu près 400 barrages en France qui rentrent dans cette détermination. Et donc, elle exige un peu ce qui a été fait avec les autoroutes ou dans le rail. Et là, donc, c'est le système des concessions, c'est-à-dire que EDF doit céder. Alors, les concessions doivent être mises en concurrence et EDF est appelé en fait à céder la gestion des barrages qu'elle occupe actuellement. Pourquoi c'est ultra vicieux ? Qu'est-ce qui s'était passé dans le rail lorsque l'on a ouvert à la concurrence ? On a vu que la concurrence s'était installée uniquement sur les lignes les plus rentables. Et du coup, pour supporter cette perte de chiffre d'affaires, cette perte de bénéfices, puisque c'est sur les lignes les plus rentables, la SNCF a été amenée à fermer les petites lignes et petit à petit, en même temps qu'on ouvrait les rails à la concurrence, on a fermé des dessertes et les lignes les moins rentables dans le pays. Et bien dans les barrages, ce sera la même chose. Pourquoi est-ce que EDF s'oppose à ouvrir à la concurrence la concession de ces barrages et la France, hein, évidemment, qui soutient la revendication d'EDF? Eh bien, c'est parce que cette concurrence se ferait sur les barrages les plus rentables. Or, quasiment 90% du bénéfice d'EDF sur les barrages se fait sur 8 installations. Donc ça veut dire que si EDF perd la main sur l'exploitation de sur une partie de ces 8 barrages, eh ben, elle va être progressivement contrainte de fermer les plus petites installations qui sont importantes pour nous, qui génèrent des emplois et qui participent évidemment à la production d'une énergie zéro carbone, en tout cas très bas carbone pour la France. Et donc cette ouverture à la concurrence exigée par l'Union européenne a ouvert un conflit juridique qui n'est pas terminé et qui pourrait dans les années à venir être tranché par la Cour de justice de l'Union européenne. Et la France pourrait être condamnée à des amendes, des astreintes, tenez-vous bien, de plus de 700 000 euros par jour, hein, par jour d'astreinte, jusqu'à ce qu'elle procède à l'ouverture à la concurrence de ces concessions de barrages. Donc, sur ce sujet, c'est toujours en cours. Le bras de fer a toujours lieu. En attendant, eh bien, les investissements qui doivent être faits sont retardés. Donc, il y a à la fois une mise en péril en termes de sécurité. Alors, je pense qu'on a des ingénieurs qui sont très responsables, mais néanmoins, ça met en danger la sécurité d'installation, et surtout, on ne fait pas les investissements qu'il fait pour que ces installations soient pleinement efficaces en termes de rendement, hein, tout simplement. On ne remplace pas certaines pièces, une usure s'installe, etc. Donc voilà, il y a péril sur nos barrages, aussi bien sur la sécurité que sur la production, tout ça parce que l'Union européenne veut nous imposer une mise en concurrence qui n'a pas lieu d'être. Merci Geoffrey. Donc le Frexit, c'est aussi la reprise en main de nos barrages. Tout ça, c'est l'idéologie. Il n'y a rien d'autre que l'idéologie. Imaginez 700 000 euros par jour hein, d'amende. C'est quand même un système complètement fou et scandaleux. Alors justement, on parlait de la destruction d'EDF. Jacques-Éric, oui. EDF, qui a été donc nationalisée après-guerre, et a été sciemment détruite. Pendant des années, EDF était premier électricien mondial. Oui. Oui, tu peux nous en parler? Oui. Juste avant, je voulais juste faire une aparté, ce que vient de dire Geoffrey, c'est quand on ferme des tout petits barrages, ça profite à qui? Ben, ça profite aux traders. Pourquoi? Parce que l'ajustement que je vous parlais, qui était hier de 5%, aujourd'hui de 30%, ça va augmenter de 35%. Donc les traders, ils ont intérêt à ce que le marché fluctue encore plus. Donc l'hiver, on irait chercher non plus 13% d'écrêtement, mais 20-30% sur le marché. Et donc, ça coûte beaucoup plus cher. Voilà. Alors, EDF, pourquoi EDF est financièrement fragile? Ben, tout simplement, déjà par la loi européenne qui l'a contraint
d'accepter tout le courant des énergies intermittentes et surtout d'arrêter, surtout en été, qu'est-ce qui se passe? Il y a un foisonnement, il y a une surproduction d'énergie intermittente. Donc EDF est obligé d'arrêter ces centrales. Alors on n'arrête pas une centrale, ils ont été obligés de mettre des modulateurs. Les modulateurs, c'est réduire la production d'électricité des centrales nucléaires à 20%. Mais ça coûte très cher aussi. Donc déjà là, il y a une entorse. Et c'est un manque à gagner d'EDF, c'est au moins 30% de son cash flow. C'est quoi le cash flow? C'est ce qui permet de financer les investissements à venir, que ce soit renouvellement, entretien ou avenir. Donc qu'est-ce qui va se passer là? Le gouvernement nous dit, on va relancer le nucléaire. Certes, mais comme il n'y aura pas assez d'argent, parce qu'on a projeté RTE et Enedis, on fait une projection pour appliquer le PPE. Alors le PPE, je ne sais pas si tu veux en dire un mot avant, c'est le plan pluriannuel de l'énergie qui va nous obliger à augmenter nos énergies intermittentes. Mais ça, c'est pas possible de le faire matériellement parce que on n'a pas les centrales pour écrêter suffisamment l'hiver. Donc là, on a un problème devant nous. Donc je reviens sur EDF. On lui a amputé 30% de son cash flow, plus la loi NOM. Donc, à un moment donné, dans 1 an, dans 2 ans, on va dire EDF n'a pas assez d'argent. Donc, on va ouvrir le capital. Et qui va rentrer? Des grosses sociétés, notamment américaines. Alors, il y a un exemple très simple, c'est la Française des Pétroles. La Française des Pétroles était une entreprise publique qui a été faite pour sécuriser nos approvisionnements énergétiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Française des Pétroles est devenue Elf. Elf devait manger Total, ça a été l'inverse pour différentes raisons. Total, comme vous le savez, de Marjorie, qui était un grand patron, est décédé dans un accident. 4 ans après, BlackRock déclarait dépasser le seuil de 5% dans le capital. Aujourd'hui, il est peut-être, on ne sait pas, 15, 20, 30%, plus avec les options. Alors oui, je suis un ancien banquier. Les options et les calls, c'est opaque et on ne sait pas du tout à quel moment on peut augmenter la participation dans une société. En faisant jouer les calls et les puts, je peux prendre, c'est ce qu'a fait Bernard Arnault pour absorber les sociétés de ses concurrents. Il a fait jouer des options. C'est tout le marché des options. Ça s'appelle la déréglementation bancaire. Donc, je ne vais pas vous en parler là parce que c'est complexe, mais c'est une technique pour toujours mettre la main sur un actif de bien commun et donc de financiariser. Donc là, on va croire qu'il manque de l'argent. Ben oui, il manque de l'argent. On lui a coupé les ailes pour ne pas que EDF puisse investir. Donc EDF est fragilisé. Et certains ingénieurs de chez EDF m'ont dit, personnellement, m'ont dit, voilà, je ne citerai pas les noms, il y en a qui poussent à la roue à l'intérieur d'EDF pour privatiser EDF et pour faire rentrer une société. Les Américains sont omniprésents, c'est pas un secret, omniprésents. Jacques Miard, qui était le député maire de ma région, me disait, tant qu'on n'aura pas mis les Américains dehors, là, ça va mal se passer pour nous. Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre sur la fragilité d'EDF. Non, c'est très clair. C'est très clair, un petit peu inquiétant, mais bien clair en tout cas. Il y a aussi un autre pays, il y a les Américains, et puis il y a l'Allemagne qui a joué un rôle aussi pour détruire EDF. Mon cher Geoffrey, si tu peux nous en dire un mot, et puis élargir un peu à la géopolitique de l'énergie, parce qu'il y a une géopolitique de l'énergie, il faut bien le comprendre. Oui, mais l'Allemagne qui n'a jamais cessé d'être notre adversaire et qui, par le biais des politiques européennes, a toujours fait en sorte, on l'a démontré là avec quelques exemples, que les choix les plus néfastes à la France soient toujours faits. On l'a vu sur le mode du calcul du prix de l'électricité, on a vu même sur des dispositifs tels que donc j'ai dit ARENH, qui a été poussé aussi par l'Allemagne, et on le voit aujourd'hui dans la guerre que l'Allemagne nous mène au niveau européen contre le nucléaire. Parce que bien entendu, le nucléaire, c'est la force de la France. C'est ce qui fait que, avant que n'entrent en vigueur les règles du marché européen de l'électricité, notre pays avait encore un semblant de compétitivité. Nous avions certes perdu notre monnaie nationale, et donc on avait récupéré le mark allemand, un bon moyen de passer sous la coupe de l'Allemagne, mais il nous restait encore le nucléaire civil qui donnait à notre pays un véritable avantage compétitif parce que ça nous permettait d'avoir une électricité relativement peu chère et surtout très abondante. La puissance du parc nucléaire français est absolument remarquable.
à tel point que d'ailleurs l'année dernière, après un passage à vide, notre pays a battu son record d'exportation d'électricité. Il n'y a qu'une seule personne à remercier ici pour ça, enfin, qu'une seule génération à remercier pour ça, c'est celle qui a fait en sorte que la France, dans les années 70, se dote d'un parc nucléaire de 56 réacteurs. Donc ça, c'est le nucléaire, c'est la grosse force de la France au niveau européen. Et l'Allemagne, principalement parce que c'est la force de la France, au-delà de considérations idéologiques sur les dangers du nucléaire, nous fait la guerre à ce terrain-là. Et donc, elle nous oppose les énergies renouvelables, mais pas les bonnes énergies renouvelables comme l'hydraulique. Hein, vous l'avez vu, sur l'hydraulique aussi, via l'Europe, on veut nous mettre la main dessus. Non, les énergies renouvelables dégueulasses, l'éolienne, peu efficace, chère et moche, et le solaire. Alors, vu le nombre d'ensoleillements qu'on a eu cette année en France, c'est vraiment un très très mauvais investissement, en tout cas peut-être pas pour les particuliers, mais si on cherche de manière plus large. Et donc elle cherche à nous imposer ce modèle à base d'énergie renouvelable, modèle qui est catastrophique, hein, puisque l'Allemagne elle-même ne parvient pas à trouver son équilibre là-dedans et est obligée de maintenir en activité ces centrales à charbon qui polluent massivement et qui sont probablement directement responsables de centaines de milliers de maladies respiratoires en France et dans le reste du continent. Donc, mais tout ça illustre cette guerre que l'Allemagne nous fait. Et quand l'Allemagne nous fait la guerre, donc elle utilise intelligemment les règles européennes à son profit, donc pour valoriser son modèle basé sur les renouvelables, alors que son charbon est effroyable, et contre le nucléaire. Donc elle s'est très longtemps battue pour que le nucléaire ne soit pas intégré dans les financements verts de l'Europe. Et ça ne l'est toujours pas pleinement, effectivement. Et par ailleurs, quand elle le fait, elle a aussi un intérêt très financier, très industriel. Par exemple, je pense que peu de gens le savent, mais 65% des éoliennes installées en France sont made in Germany. Hein, donc, elle crée des règles pour vous contraindre à faire des investissements qui vont en réalité faire tourner ces usines. Franchement, c'est tellement brillant, on n'a même pas envie d'accabler l'Allemagne pour ça, on a envie d'accabler nos dirigeants pour leur naïveté, voire leur complicité. Hein, on sait qu'une partie de la classe politique est clairement vendue à l'Allemagne et qui, au nom de l'amitié du couple franco-allemand qui n'existe que dans notre esprit, s'assoit systématiquement sur nos intérêts nationaux. Donc là, c'est quand même assez parlant quand 65% des éoliennes que nous installons en France font fonctionner des usines allemandes et 45% des éoliennes exploitées sont aussi en France sont exploitées par des sociétés à capitaux allemands. Donc on voit que l'Allemagne a un intérêt idéologique, un intérêt politique contre la France, mais également un intérêt tout simplement économique à imposer ce modèle contre nous. L'autre événement qui a vraiment marqué cette rivalité entre... Enfin, c'est pas cette rivalité parce que nous, on ne répond pas, c'est ça qui est désolant, mais cette hostilité de l'Allemagne à l'égard de la France, c'est évidemment la fermeture de Fessenheim. Depuis que Fessenheim a été lancé en 1977 jusqu'à sa fermeture en 2020, l'Allemagne n'a jamais cessé d'exiger sa fermeture. Elle a tout fait pour que ça ne voit pas le jour, mais il est vrai que dans les années 70, on avait encore des dirigeants capables de défendre l'international. Et puis, au moment de sa fermeture, c'est évidemment réjoui. Et donc 2020, ça correspond à... c'était Macron, déjà, hein, qui a fait fermer Fessenheim. Voilà, exactement, et ça a été décidé sous Hollande. Et ça a été fait pour faire plaisir à l'Allemagne. Il n'y a pas d'autre raison à cela. On était, si vous ne vous souvenez, les années 2015-2020, dans une phase où aussi en France, on était très anti-nucléaire. Tout d'un coup, il fallait réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique français. On avait fait voter une loi pour réduire à 50% la part du nucléaire. Et puis depuis, en 2023, on a fait heureusement voter une nouvelle norme avec la loi d'accélération du nucléaire qui a fait sauter ce seuil de 50% pour ne pas contraindre le pays. Là, quand vous voyez ce saut, cette différence entre les années 2015 et 2020, il n'est pas question pour moi d'applaudir Macron, il est plutôt question de dénoncer l'absence de vision qui fait qu'on n'est pas capable d'avoir une politique énergétique cohérente et conforme aux intérêts du pays. Évidemment, heureusement qu'on est revenu sur ce seuil de 50% et que aujourd'hui, on semble sur une voie de relance du nucléaire, même si, du fait des règles européennes, on ne va pas pouvoir le faire avec la même efficacité qu'on l'aurait fait si nous avions été un pays pleinement souverain et conscient de ses intérêts. Merci, Geoffrey. Il y a toujours le tweet de Macron qui traîne sur son compte où il dit on va réduire massivement le nombre de centrales, et le tweet inverse 4 ans plus tard, ce qui est quand même assez extraordinaire. J'ajouterais d'ailleurs que l'Allemagne finance aussi des ONG. C'est son petit côté sorosien
qui, sous couvert de défense du climat, de l'environnement, de ce que vous voulez, fait de la communication verte en France, et en fait ça cache la République fédérale d'Allemagne. Ça avait été démontré par des articles, des enquêtes de presse il y a 1 ou 2 ans. De la même manière, je n'ai pas d'hostilité contre l'Allemagne, je leur en veux pas, ils défendent leur intérêt national. J'en veux à nos dirigeants français qui sont des traîtres. Voilà, c'est à eux que j'en veux. Et c'est eux qui sont les coupables. Je peux dire un petit mot, voilà, Jacques, je te laisse la parole. Je peux rebondir sur ce que vient de dire Florian, c'est que l'Office franco-allemand pour la transition énergétique ont leur bureau dans le ministère de la transition énergétique, dans les bureaux français, c'est dans le ministère. Et l'Office franco-allemand pour la transition énergétique, c'est lui qui pond le règlement qui impose la primauté d'accès au réseau, et tous les règlements qui viennent appuyer les directives européennes. Et ces règlements, c'est publiable. J'ai publié le dernier en date, c'est 2019-2020. Et c'est incroyable. C'est eux qui font les règles, les Allemands. D'ailleurs, quand on regarde tous les postes de l'Union européenne, de toutes les institutions, ils ont trusté quasiment tous les postes. Donc c'est Ursula, il n'y a pas que la Commission, il y a tous les postes, tous les autres postes, Parlement, etc. BCE, Banque centrale, il y a beaucoup de choses. Ce que je voulais toucher du doigt, c'est cette corruption qui est grandissante, qui est même affolante. Je vous conseille de regarder les deux, sur YouTube, ça y est encore, les deux interviews du président Hervé Macheneau, qui a fait cette centrale nucléaire en Chine. Et il a interrogé un de ses confrères, qui est dans un autre groupe, pour lui dire, mais arrêtez ce marché, on va à la catastrophe. Mais il dit, non, moi je fais de l'argent, voilà, tu m'as offert une porte de sortie, je fais beaucoup d'argent. En fait, il y a 50 grosses sociétés qui font de l'argent, et ils ont intérêt à ce que le marché soit le plus spéculatif possible. Pour qu'il soit le plus spéculatif possible, il faut faire varier au maximum les débits, les débits, voire une pénurie d'énergie. Et puis d'un seul coup, au contraire, un foisonnement d'énergie, comme ça se fait en été. Donc tout ça, il faut sortir de ce marché. Quand on étudie de très près, moi j'ai fait l'expérience, parce qu'il y a récemment, j'ai eu une augmentation de 22% des 2 derniers mois de novembre-décembre 2024 par rapport à 2023. J'ai appelé EDF, j'ai eu beaucoup de mal à les avoir, eux m'ont proposé de sortir. J'ai dit, je vais voir Total Énergie. Total Énergie m'a fait la moitié du prix. Mais je dis, mais comment vous faites? Ah ben, il me dit, c'est très simple. Le marché nucléaire, comme il est à terme, comme je connais exactement votre production, EDF donne 10 ans de production sur ce que j'ai consommé. Donc ils savent d'avance combien acheter à terme. Donc ils achètent à terme à EDF, et puis après ils jouent sur le marché spot. Il dit, mais moi je peux vous faire un prix moitié prix. Et puis il a sa marge, parce que sa marge c'est considérable. Un inspecteur des finances a pointé les traders, ils ont fait 41 milliards de bénéfices. Je crois que c'est en 2023 ou 2022, je ne sais plus quel inspecteur des finances qui a soulevé ça. Ça s'était vite étouffé. C'est un vrai scandale, parce que ces bénéfices sont faits sur le dos d'EDF, toujours pareil. Donc ça, il faut arrêter ça, il faut vraiment sortir le plus rapidement possible de ce marché, qui est peut-être une marche pour sortir carrément de cette Union européenne qui est corrompue. Bon, je ne vais pas vous en parler, mais vous le savez. Bravo. Spéculation, corruption, eh oui. Et de l'argent, parce qu'il paraît qu'on cherche de l'argent. Hein. 41 milliards là, hein, qui sont pris, quand on dit à EDF, c'est à qui? Bah, c'est à nous. C'est pas à quelqu'un d'autre. Un petit mot pour finir aussi, Geoffrey. C'est quoi un modèle souverain d'énergie? Qu'est-ce que ça apporte? Oui, surtout, voilà, pour la France, ça signifierait quoi être pleinement souveraine sur le plan énergétique? Alors, on importera toujours des matières fossiles, pétrole, gaz de l'extérieur, mais il s'agit de faire en sorte que, sachant que le pétrole va
plus en plus disparaître au profit de l'électrique, en tout cas pour ce qui est de la mobilité. Et donc pour la France, il s'agit de remiser pleinement sur le nucléaire. Donc je vous ai dit actuellement, dans notre mix énergétique d'électricité, le nucléaire représente 65%. On peut facilement le faire monter à 75 voire 80%. Le reste, évidemment, maximiser l'hydraulique. Et puis quelques centrales d'appoint, notamment parce que nous avons des territoires d'outre-mer où là nous sommes obligés d'avoir des centrales soit au fioul, soit au gaz, ainsi qu'en Corse. Mais notre mix énergétique devrait être composé entre 75 et 80% par le nucléaire. Et ceux qui disent que oui, mais non, mais le nucléaire, on n'est pas pleinement souverain parce que l'uranium, on n'en produit pas. Alors c'est vrai, sur notre sol, on ne produit pas d'uranium. Globalement, on l'importe. Mais sur ce point, il faut relativiser. Ce n'est pas la même dépendance que le gaz ou le pétrole. D'une part, parce que nous, l'uranium, à part égale, à peu près, il provient de plusieurs pays. Donc il y a le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, l'Australie, le Niger, un peu le Canada. Donc vous voyez, c'est des pays très différents, situés sur des continents différents. Qu'ensuite, nous avons des stocks d'uranium. C'est-à-dire, généralement, quand on a des stocks de gaz ou de pétrole, ça tient 90 jours. Nous, nos stocks d'uranium naturel déjà présents en France, ça nous permet d'assurer 2 ans de consommation. 2 ans de consommation, et par le recyclage, en réalité, on a entre 8 et 10 ans de consommation en stock d'uranium, donc entre l'uranium naturel et l'uranium recyclé, que l'on peut enrichir. Par ailleurs, la France... c'est les autres pays qui dépendent de la France, paradoxalement. C'est-à-dire, certes, la matière première, on l'a fait venir de l'étranger, je vous ai dit qu'il y a une diversité d'origine, on n'est pas dans une dépendance totale, qu'ensuite on a suffisamment de stock, et surtout la France exporte, c'est pas paradoxal, c'est amusant, exporte autant d'uranium qu'elle en importe, puisqu'il se trouve que notre pays a une place absolument centrale dans l'enrichissement d'uranium qui sert ensuite de combustible aux centrales nucléaires. Et donc on réexporte de l'uranium enrichi vers les États-Unis, vers l'Allemagne, vers le Royaume-Uni, vers d'autres pays d'Europe. Ce qui fait que quand vous regardez les flux douaniers, c'est amusant, vous importez autant d'uranium que vous n'en exportez. Et donc voilà, je pense que c'est important un peu de déminer là-dessus. Je ne pense pas que l'argument de l'uranium, le fait que ça vienne de l'étranger, altère cette idée que le nucléaire permet la souveraineté de la France. Bien entendu, le nucléaire permet la souveraineté de la France, et je pense qu'on vient d'en faire la démonstration. Et donc, il est important que notre pays s'appuie sur cette source d'énergie pour asseoir son indépendance, et je vous l'ai dit, permettre à son pays, et là en maîtrisant ses règles, ses normes, d'où la sortie de l'Union européenne, d'avoir des prix peu chers pour les citoyens, très compétitifs pour les entreprises. Moi, j'imagine un avenir où la France a le nucléaire et sa monnaie. Je vous assure qu'on peut réindustrialiser en 10 ans dans tous les domaines. Juste un dernier mot, un ingénieur me disait de haut niveau, si on arrête l'éolien, tout de suite on peut faire une société de récupération parce qu'il y a des milliers de kilomètres de câbles de cuivre, et le cuivre coûte très très cher, plus les onduleurs, les matériels, il y a un matériel fou à récupérer, et donc ça, il me dit, ça peut occuper énormément d'emplois pendant une dizaine d'années, voire 20 ans. Donc voilà aussi, là, immédiatement, on peut le faire. Les ingénieurs sont prêts là-dessus à faire une société de récupération qui appartiendrait à EDF. Tout simplement. Voilà. Merci. Merci à vous deux, Jacques-Éric, Geoffrey. Évidemment, cette vidéo sera mise en intégralité sur la chaîne YouTube Les Patriotes, à laquelle je vous invite à vous abonner si vous ne la connaissez pas encore. C'est une chaîne secondaire, mais il y a beaucoup de monde maintenant, et on y met les vidéos des universités d'éducation populaire, et ça circule bien, et c'est important. Je crois qu'il y a quand même une perspective qui se dégage. On peut complètement très vite redevenir souverain en matière énergétique et donc payer beaucoup moins cher, chasser la corruption, reprendre ce bien commun et avoir une stratégie nationale de redéveloppement industriel, de nouvelles filières. Et à côté de ça, j'y ajoute évidemment le redressement de notre agriculture. Donc imaginez, on a notre monnaie, nos paysans, nos ouvriers, nos ingénieurs, nos électriciens, et bien on sera heureux. Voilà, on sera heureux, on peut être heureux. C'est quand même on doit retenir. On a tout pour l'être. On a tout pour l'être. Ça a été démontré encore une fois aujourd'hui de manière très brillante. Merci à vous deux, et dans la suite de cet après-midi, Geoffrey et Jacques-Éric seront évidemment à votre disposition pour discuter sur ces sujets-là notamment. Vous pouvez applaudir Florian parce qu'il déploie une énergie folle. Bravo! Dérogation, je ne sais pas si elle court encore cette dérogation d'ailleurs. Ils n'ont eu qu'une dérogation
de la Commission européenne parce qu'ils sont une péninsule énergétique. Nous, on ne l'aurait pas eu, la dérogation, par rapport au marché européen. Ils ont eu une dérogation, mais temporaire. Voilà, c'est ça, c'est temporaire. C'est une dérogation. Ils vont très vite. C'est une dérogation, c'est la Commission qui décide quand ça commence, quand ça s'arrête. Donc pour moi, ça ne s'appelle pas la souveraineté, ça. Et en plus, ils l'ont eu parce qu'ils sont une péninsule énergétique. C'est-à-dire qu'ils sont juste reliés par la France, en fait, parce qu'ils sont géographiquement, alors que nous, on est entourés par beaucoup de pays. Donc en réalité, nous, on n'aurait même pas eu cette dérogation si on l'avait demandé. Et puis moi, je ne veux pas d'un pays qui aille voir maman Ursula pour lui demander une dérogation. Je ne fonctionne pas comme ça. Ça ne me va pas. Voilà, merci. Je salue de nouveau nos amis qui sont dans l'autre salle, parce que je ne les oublie pas. On se verra tous dans un instant. Écoutez, j'enchaîne. Alors, je vais essayer de ne pas crier trop fort parce que j'ai une voix un peu faiblarde. C'est la saison. Et puis aussi, à chaque fois que je vois Macron, j'en suis sans voix. Donc, je vous demanderai de bien vouloir m'excuser. Je ne voudrais pas avoir de défaillance vocale pendant notre après-midi, mais ça a l'air d'aller. Un grand bravo évidemment à nos intervenants, qu'on peut de nouveau applaudir. Un grand bravo aux organisateurs. Pierrick, qui est caché là, Pierrick, Tamila, et puis évidemment les équipes qui nous accueillent chez eux et que je remercie, et puis Patrick Garlati, ces équipes qui ont organisé également cette journée qui est une très belle journée. Voilà, sans ces patriotes, ces militants, ces bénévoles, ces référents, ces délégués, ces équipes, il n'y aurait pas tout ça, ça n'existerait pas. Et je crois que ça manquerait à la France parce que ça voudrait dire qu'il y a beaucoup moins de résistance dans notre pays. Or, nous avons besoin chaque jour, mes chers amis, de plus de résistance. Surtout en cette année 2025, qui est une année, moi elle me plaît. Voilà, moi je le dis comme je pense, elle me plaît. Et je crois qu'elle va nous plaire cette année 2025. On en a déjà vécu un mois qui vaut 10 ans, tellement il se passe des choses. Alors suivant, il faut le dire, pour notre mouvement, déjà une belle année 2024. Il faut quand même qu'on en parle un tout petit peu. On va parler beaucoup de la France, mais parlons un tout petit peu de nous. En 2024, il n'y a jamais eu autant d'adhérents patriotes. Jamais, de toute l'histoire de notre mouvement. Donc c'est la meilleure année de l'histoire. Le mois de décembre 2024 est le meilleur mois de toute notre histoire. Et figurez-vous que le 31 décembre 2024, c'est le meilleur jour de toute notre histoire. Alors, c'est encourageant. C'est une évolution qui me plaît bien. Et le mois de janvier qui vient de se terminer est déjà très au-dessus du mois de janvier 2024, c'est dire. Donc il se passe manifestement quelque chose, et moi je crois, vous savez, que la politique, la vraie, la belle, celle qu'on aime, pas la soupe là, des autres, j'en redirai un mot, mais la vraie avec un P majuscule, comme je dis souvent, parce que je veux la différencier de ce petit jeu politicien qui nous dégoûte tous. Non, celle qui veut dire s'occuper des affaires de la cité, celle qui veut dire s'occuper des affaires du pays, celle qui veut dire s'occuper de l'avenir de nos enfants. Cette politique-là, je crois qu'elle ne fonctionne pas forcément de manière linéaire dans les progressions. On parlait de barrages hydroélectriques, on peut parler de barrages aussi qui cèdent, mais dans le bon sens du terme. À un moment, vous savez, on passe des caps et le barrage il cède. Alors vous ne progressez pas comme ça de 1 à 2 à 4 à 6. Non, d'un coup, ça explose. Et vous vous retrouvez avec des salles archi-remplies, des manifs remplis, des gens qui viennent vous voir en disant « Mais qu'est-ce que vous proposez? Ça m'intéresse, j'ai envie de venir. » Et je crois que c'est exactement ce que nous vivons en ce moment. Alors pourquoi? Parce que je le disais, l'année 2025, je crois qu'elle va être exceptionnelle. Et d'ailleurs, elle a commencé de manière exceptionnelle. Regardez ce qui se passe déjà un peu partout dans le monde. Le Canada, et je suis très heureux pour les Canadiens, s'est débarrassé de l'affreux Trudeau. Enfin. Et il va être remplacé probablement par un certain monsieur Poilièvre, alors c'est pas, on les connaît, mais ça fleure bon le québécois, qui était un grand soutien, et bravo à lui, parce qu'on l'était aussi, en 2022, des convois de la liberté, souvenez-vous. Contrairement à Trudeau. Il y a comme une justice immanente, vous voyez, avoir traité ces résistants-là
de terroristes. C'est ce que faisait Trudeau à l'époque, vous vous souvenez, hein, il leur envoyait la troupe, il voulait couper leurs comptes en banque, etc. Eh bien, il est remplacé par quelqu'un qui les considérait déjà pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des héros et des résistants. Et ça, c'est quand même un signe très positif de l'évolution des choses. Nous voyons, je regardais un sondage hier, au Royaume-Uni, le parti de M. Farage, que je connais bien, Nigel Farage, son parti est maintenant en tête au niveau national. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que ce pays qui a fait le Brexit, mais qui n'a pas pu encore en profiter, parce qu'il s'est payé, et surtout en ce moment Keir Starmer, il s'est payé des mondialistes à la tête du pays. Un jour, et à mon avis très bientôt, il mettra un patriote, un souverainiste à la tête de son pays, et Nigel Farage en est un, puisque c'est l'homme du Brexit. Il n'y a pas eu de Brexit sans Farage. Et Farage, moi j'ai beaucoup discuté avec lui, je l'ai bien connu, et il se trouve que le Royaume-Uni a eu raison de quitter l'Union européenne. Parce que le jour où ils auront à la tête de leur gouvernement un homme qui aime le pays et qui a envie de travailler au bien commun, ça changera immédiatement, parce qu'ils ont récupéré leur indépendance. C'est toute la différence avec un pays comme la France, où vous avez des oppositions soi-disant qui se succèdent, mais ça ne peut rien changer, en aucun point, puisque nous sommes emprisonnés dans une politique décidée par des gens au-dessus de nous. Ursula von der Leyen, tous ces gens-là, l'Union européenne. L'intérêt d'être un peuple libre, un pays souverain, c'est que vous reprenez en main votre destin. Et le jour où vous décidez de mettre à la tête de votre pays un homme, une femme qui aime le pays, alors vous changez de toute la politique, du tout au tout, en un instant. Et vous allez vers un avenir bien meilleur. Eh bien, je le souhaite à tous les peuples du monde et je nous le souhaite en premier à nous, Français libres. En Allemagne, il y a des législatives dans 3 semaines. C'est panique générale dans le système en Allemagne. Je ne sais pas si vous avez vu, ils sont complètement hystériques. Hein. Breton, l'affreux Breton, là, qui nous a déclaré, l'ancien commissaire européen à la censure, le résident fiscal sénégalais, a déclaré que, si nécessaire, on fera comme en Roumanie, où ils ont annulé l'élection présidentielle en cours de route, hein, 2 jours avant le scrutin, le 6 décembre. Le second tour, c'était le 8. C'est fasciste. Oui, non, mais les européistes sont des eurofascistes. On va dire les choses telles qu'elles sont. Ce sont des gens profondément fascistes. Ce sont des gens qui méprisent la liberté, la démocratie, la souveraineté des peuples. Alors après, devant le tollé, il a dit non, mais je parlais pas des élections. Mais tu parlais de quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a eu de notable en Roumanie, si ce n'est... Je veux bien qu'on parle de la Roumanie, c'est un charmant pays, mais enfin bon, la chose notable, c'est l'annulation d'une élection. Donc quand on dit on fera comme en Roumanie, en Allemagne, excusez-moi, ça veut dire ce que ça veut dire. Et surtout que, comme par hasard, il y a des élections en Allemagne. Mais enfin, en tout cas, là-bas, ils ont un parti, l'AfD. Je partage peut-être pas tout avec eux, mais je partage une chose qui est courageuse. C'est que ce parti-là, il veut sortir de l'Union européenne et de l'euro. Et qu'il est courageux et il a bien raison. Et il a le vent en poupe. Alors en Roumanie, ils ont voulu faire le coup à M. Georgescu, donc vous savez qu'il lui aussi veut que son pays quitte l'Union européenne et l'OTAN. Et l'OMS. Parce qu'il en reste. Ils ont réussi à annuler l'élection, mais l'élection est fixée, 4 mai, 4 et 18 mai, on suivra ça de près. Résultat, ben, c'est pas ce qui devait se passer. Dans les nouveaux sondages, il fait le double d'avant. Donc il va pas seulement gagner, ça va être un raz-de-marée. Un raz-de-marée. Et je leur souhaite, et je lui souhaite. Et nous avons fait une manifestation début janvier dans un froid glacial, au pied de l'ambassade de Roumanie. Et nos amis roumains, et j'en étais surpris, mais heureusement surpris, nous ont répondu quelques jours plus tard en manif. Ils ont déployé une banderole géante, il était écrit dessus « Merci la France ». Ben, vous voyez, ça fait plaisir. Vous me direz la France. Ah, on est très cadenassés, nous. Hein. C'est tenu de toutes parts, hein, en France. C'est un pays stratégique. Si la France tombe, c'est fini pour le mondialisme. Là, donc, on va se pencher sur la situation française. Ben moi, je vous dis que ça bouge beaucoup. Alors, je le vois avec vous, je le vois dans toutes nos réunions. La dernière fois, il y a 2 semaines, on était à Toulouse sur la question agricole. On était un monde fou, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas pu venir. Ben, c'est le signe
que les plaques tectoniques sont en train de bouger. Et nous sortons d'une année quand même, où il y a eu une dissolution, ce qui n'arrive quand même pas tous les 4 matins. Il y a eu une motion de censure, la première votée depuis 62 ans. On s'est dit, tiens, ces députés qui faisaient rien, qui vraiment ronflaient dans l'hémicycle là depuis des années et des années, on se demandait à quoi ils servaient, quoi qu'on se leur demande en ce moment, hein. Ils ont voté une motion de censure. Bah écoutez, et on a eu en une année seulement, 2024, le record de la Ve République, 4 premiers ministres différents en seulement 1 an. Je crois d'ailleurs que Macron cumule, il y a eu le chiffre sorti hier dans la presse, 150 ministres différents depuis qu'il est là. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on avance, ça veut dire qu'on va vers la fin d'un régime, une fin de règne. C'est plus une crise politique, c'est une crise de régime. Et nous en avons besoin. Rien de pire que le statu quo. Si c'est le statu quo, c'est le système qui ronronne et ça n'avance pas. S'il y a des crises, et des crises politiques, et des crises de régime, des dissolutions, des motions de censure, des gouvernements qui tombent, et je l'espère un jour, très vite, le plus vite possible, un président de la République qui tombe, qui est destitué. Alors là, nous rallumons l'histoire. L'histoire avec un grand H, nous la rallumons. Et l'histoire est en marche. Dans le bon sens du terme, chez nous, attention. En marche pour la renaissance de la France. J'aggrave mon cas, Allez, disons la résurrection de la France, comme ça il n'y a pas de confusion possible. L'histoire est là. Et ce mouvement de l'histoire qui va nous permettre de briser nos chaînes, c'est-à-dire non seulement nous débarrasser politiquement de tous ces gens-là, les Bayrou, on a eu Barnier avant, je ne sais pas chaque fois où il va les chercher, enfin, je ne sais pas qui sera le prochain. Il doit regarder des émissions de 7 sur 7 dans les années 80 pour faire son casting ministériel, j'imagine. Donc je ne sais pas qui sera le prochain, peut-être Monsieur Jospin. Je ne sais pas où il en sera. Mais dans tous les cas, oui, peut-être Cazeneuve, mais ce sera peut-être le dernier des derniers. Mais il se trouve que non seulement ces gens-là, les Macron, etc., bon, dehors, les Valls, les Darmanin, les Borne, tout ça, évidemment, dehors, mais derrière, fondamentalement, il faut nous libérer de l'oligarchie mondialiste. Et ça veut dire, mes chers amis, qu'il faut quitter l'Union européenne, qu'il faut quitter l'OTAN, qu'il faut quitter la CEDH, qu'il faut quitter l'euro, bien sûr, qu'il faut quitter l'OMS. Et ça, c'est un seul système. Ça n'est pas une tâche qui s'ajoute à l'autre et ça paraîtrait impossible. C'est un seul monde. Regardez, quand Ursula n'était pas certaine d'être reconduite à la tête de la Commission européenne, ils avaient déjà une planque pour elle. Elle devait diriger l'OTAN. Souvenez-vous. Et donc en réalité, c'est le même petit monde. Le Mark Rutte, là, aussi, encore un qui a dégagé d'ailleurs, hein, l'ancien Premier ministre des Pays-Bas, celui qui avait autorisé les tirs à balles réelles contre les manifs anti-pass dans son pays, on s'en souvient, celui qui a déclenché la plus grande révolte paysanne du continent parce qu'il voulait éradiquer 1/3 du cheptel néerlandais en 3 ans pour obéir comme un bon élève, avec zèle, aux directives européennes. Mark Rutte, le premier qui a envoyé des avions de combat à l'Ukraine de Zelensky, Mark Rutte, qui a été dégagé par son peuple, ils l'ont recasé à la tête de l'OTAN. Donc c'est le même monde, tout ça. En réalité, quand l'histoire accélère, vous brisez vos chaînes et vous les brisez d'un coup. Et quand on se débarrassera des Bayrou, on se débarrassera en même temps des Macron et on se débarrassera en même temps des Ursula et des autres. Tout viendra d'un coup. D'un coup. Car 2025, je laissais le plus gros morceau pour la fin de cette introduction, c'est Trudeau et tout ce que je vous disais, enfin c'est surtout l'arrivée de Trump. 20 janvier. Trump, Musk, Kennedy Jr., Tulsi Gabbard, au renseignement, intéressez-vous à cette femme qui a dit des choses remarquables hier au Sénat américain sur le financement par la politique américaine
des milieux islamistes dans tous les pays. Elle a cité la Libye, la Syrie, l'Irak. On fait semblant de les combattre et en fait on les arme et on les paye. Et ça, on le savait depuis longtemps tout ça. Mais là ça a été dit par celle qui devient directrice nationale du renseignement américain, ce n'est pas rien. On peut citer Kash Patel aussi, le nouveau directeur du FBI, qui a bien l'intention de faire sortir certains dossiers. Alors regardez, en 10 jours, Donald Trump a signé ses décrets présidentiels avec ce goût et ce sens de la mise en scène à l'américaine, où il signe devant les caméras, dans son bureau ovale, voire en meeting, sur sa table. Il a signé des décrets sur quoi? Sur le retour de la liberté d'expression, sur la fin du wokisme, sur la protection des enfants, sur la fin de l'endoctrinement idéologique à l'école et le passage à un modèle d'éducation patriotique, sur un cessez-le-feu au Moyen-Orient, on s'en réjouit tous, sur l'avancée vers la paix en Ukraine, sur le protectionnisme industriel et agricole, sur l'arrêt de l'immigration clandestine, le renvoi des criminels étrangers dans leur pays. Sur la fin de l'escrologie. Et ça n'est pas rien. On en reparlera pour la France. Vous savez, en faisant du protectionnisme, c'est-à-dire la production près de chez vous, c'est ça le protectionnisme, c'est qu'au lieu d'aller chercher des produits à des milliers de kilomètres, agricoles ou industriels, vous les produisez à la maison et vous les consommez sur place. On peut dire tout ce qu'on veut hein, sur l'écologisme de Trump. Rien qu'en faisant le protectionnisme et en rompant avec le libre-échange, il sera 1000 fois plus écolo que les pseudo-écolos qui défendent ce modèle mondialiste. Sur la santé, a été amusante l'audition de Robert Kennedy Jr. au Sénat américain, où une sénatrice démocrate lui dit, on aurait dit un lapin dans les phares d'une voiture, hein. Elle avait les yeux comme ça, elle était en panique, puis quand on a regardé son CV financier, on a compris, hein, par qui elle est financée depuis des années dans sa carrière politique, parce qu'aux États-Unis, vous savez que les entreprises financent directement. Elle disait, mais vous n'allez quand même pas engager des poursuites judiciaires contre les labos pharmaceutiques? Bah si, ma grande. Et même 3, 4, 5 fois, 10 fois, on va le faire. Et il lui a répondu, bah si, bien sûr que si. C'est quand même le but. C'est qu'on a beaucoup de choses à leur faire payer. Ça, c'est intéressant. Il y en a un autre qui lui a dit, est-ce que vous êtes un théoricien du complot? Ah, il a dit, vous savez, quand j'ai dit que le vaccin Covid ne protégeait pas contre la transmission, on m'a dit que j'étais un complotiste. On me l'a dit aussi, hein. On a dû vous le dire aussi. Hein. Ouais. Et puis en fait, c'était vrai. Il a ajouté plusieurs exemples comme ça. Moi, je me souviens d'un plateau, je crois que c'était CNews, en décembre 2020, j'avais Martin Blachier à ma droite. Et je dis, vous savez, on risque d'avoir dans quelques mois un passeport sanitaire en France, où il faudra un test ou une injection pour entrer dans un restaurant et ça. Là, tout le plateau qui sursaute d'un coup, mais jamais complotiste. Ça n'existera jamais, on fera jamais ça en France. Bon, quelques mois plus tard, comme vous le savez, Macron l'annonçait. Donc, en réalité, nous en sommes là. Réintégration des militaires non vaccinés, avec indemnisation totale. Alors ça, c'est Trump en 10 jours. Alors, Macron, au même moment, il fait une vidéo sur TikTok pour dire que oui, on va pouvoir payer au péage avec son téléphone. Il fait une conférence de presse devant la Joconde, au Louvre, pour dire qu'il allait créer une deuxième entrée. Bientôt, Macron guichetier au Louvre. Hein. Ce sont ses grands travaux à lui. Je vais créer une entrée. Troisième annonce, hier soir sur son compte X. Ah, il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Bah, ceci dit, il y en a qui devaient partir, qui sont quand même là encore. Hein, mais... Il annonce que, vous savez,
le ballon là, la flamme olympique, va revenir. Voilà. Voilà 3 annonces, voilà ce qu'a fait Macron. Pendant que Trump, en 10 jours, s'est occupé d'économie, d'agriculture, d'immigration, de sécurité, de diplomatie, de santé, de liberté d'expression, d'école et des enfants, voilà ce qu'a fait Macron pendant ce temps. Alors, mais ceci dit, il y a toujours... Ah non, je dois annoncer une 4e mesure annoncée aujourd'hui. Il veut nommer Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Son ami Richard Ferrand. Pour remplacer Laurent Fabius. Je rappelle que Richard Ferrand vient d'être mis en cause dans un... Alors, il y a moult casseroles judiciaires, mais en plus, c'est un grand copain de la Macronie, donc on est vraiment dans le népotisme le plus total. Mais en plus de choses, un livre des journalistes d'AV et l'Homme qui vient de sortir sur le Covid et qui montre que Ferrand, à l'époque où il était président de l'Assemblée nationale, s'est fait dicter sa réponse à la justice par l'Élysée, ce qui est totalement contraire à tous les principes de séparation des pouvoirs. Deuxièmement, on a, c'est pas moi qui l'ai fait, mais des tweetos ont exhumé des interviews pas si lointaines, il y a 2-3 ans, de M. Ferrand qui déclarait qu'il serait favorable à ce que la Constitution permette un 3e mandat de Macron. Bon, alors là, on va le nommer à la tête du Conseil constitutionnel. Donc on en est là, si vous voulez. Donc, alors, là, il y a quand même, malgré tout, dans ce contexte, paraît-il, il y a encore des députés qui ne veulent pas destituer Emmanuel Macron sur le fondement de l'article 68 de la Constitution. Nous avons toujours le RN ne veut pas. Quoique je pense que ça magouille un peu, côté RN. Puisque Bayrou a eu des mots doux sur les affaires judiciaires du RN. Et Bayrou avait donné les signatures, souvenez-vous, en 2022 à 3 candidats, messieurs Mélenchon et Zemmour et madame Le Pen. Et donc, on a une dette. On a une dette. C'est pas pour rien d'ailleurs, petite parenthèse, Patrick en parlait tout à l'heure, c'est pas pour rien qu'on fait les parrainages citoyens à l'élection présidentielle. Parce que moi, j'ai pas oublié ce scandale de 2022 où c'est le pouvoir en place, par l'intermédiaire de monsieur Bayrou, qui a choisi ses candidats opposants. Les maires ne veulent plus signer. Sur 34 500, la dernière fois, il y en a 22 500 qui n'ont pas signé. Il y en a de moins en moins qui signent. On leur a écrit à tous, on a déjà plein de retours de maires qui disent on soutient les parrainages citoyens. On ne veut plus de cette responsabilité, c'est un enfer pour nous. Parrainage citoyen, 100 000 Français inscrits sur les listes électorales qui décident qui est candidat à l'élection présidentielle. Il y a déjà eu une commission Jospin, vous voyez, c'est pas ma maison, mais elle a fait un bon travail, il faut le dire, en 2012, pour proposer la même chose. Il faut passer au parrainage citoyen, il faut débloquer ce système. Ça n'est pas normal que ce soit le pouvoir en place qui choisisse ses opposants. Avec nous, si demain nous sommes dans cette élection reine, alors nous dirons des choses que personne d'autre ne dit, et on les mettra face à leurs responsabilités. Et puis nous verrons, ils ne veulent pas voter la destitution de Macron, mais ils ne veulent même pas en débattre dans l'hémicycle. Hein, ils avaient bloqué en octobre et en novembre. Enfin, c'est le RN qui avait bloqué. Là, il y a eu une première motion de censure contre le gouvernement Bayrou le 16 janvier. Ils n'ont pas voulu la voter. Et là, une deuxième qui va se profiler pour le budget, bien sûr. Bravo. Mercredi prochain. Merci de l'information. Mercredi prochain. Donc nous serons tous à l'écoute. Et France Info révélait hier une astuce qui est en train de se mettre en place pour vous montrer le niveau de cette classe politique. Il y aura peut-être 2 motions de censure. L'une, LFI, enfin, comme ils ont déjà fait avant, hein, NFP, bon. Et le PS ne la voterait pas, par esprit de responsabilité. Donc, elle ne passe pas. Donc le RN la vote, sachant qu'elle ne passe pas. Comprenez? Et comme ça, il peut dire à ses électeurs, c'est pas de notre faute, c'est le PS. Mais nous, on est des vrais opposants. Mais le PS en dépose une quand même, une autre, mais sur le fondement, parce qu'il faut, vous savez, quand vous déposez une motion de censure, il faut justifier un texte. Et là, sur le seul fondement de cette expression scandaleuse de François Bayrou de submersion migratoire, qui a choqué jusqu'à l'intérieur d'un arrondissement parisien. Et le PS, sur le fondement de cette submersion, de cette dénonciation, de cette expression nazie, va déposer sa propre motion de censure. Et le RN, parce que le RN ne peut pas la voter, puisque ça parle de... c'est pro-immigration. Donc, tout NFP la votera, dont le PS cette fois, mais le RN ne pourra pas la voter, donc ça passe pas. Donc,
donc 2 motions de censure et on s'arrange à 3 en fait, Bayrou, PS, RN, petit triangle comme ça, on s'arrange, 2 motions de censure, chacun en vote une et pas l'autre, et à la fin, on sauve Bayrou. Voilà le niveau de la classe politicienne française aujourd'hui, hein. C'est ça la petite magouille. Alors on verra si ça se passe exactement comme ça, c'est le scénario qui était donné hier par le service politique de France Info, je sais pas ce que ça vaut, mais ça me paraissait pas idiot, ils sont parfaitement capables, ils ont déjà fait ça. Parce qu'en réalité, depuis juin 2022, ils étaient majoritaires à l'Assemblée nationale, ils pouvaient déjà voter des motions de censure, et ils ne l'avaient pas fait, à chaque fois en refusant de voter l'une et l'autre. Et ce petit jeu doit s'arrêter. Voilà. Moi, je suis favorable au vote de toutes les motions de censure, parce que je pense, non seulement pour se débarrasser des Bayrou et tout, on en sera ravis, les Valls, machin, mais c'est presque anecdotique maintenant tout ça. C'est pour mettre la pression sur Macron. Parce qu'il faut que Macron ait pression pour partir, d'une manière ou d'une autre. Cet homme ne peut pas rester à la tête de la France. Cet homme, dans sa carrière, n'a jamais travaillé pour les intérêts français. On le sait déjà avec l'affaire Alstom et tout le reste, y compris quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Hollande, puis ministre de l'économie et bien sûr président de la République. Des scandales, il y en a à l'appel, McKinsey, Uberfice, tout ce que vous voulez. Il y en a des paquets et des paquets et des paquets et ça n'arrête pas. Cet homme ne peut pas représenter la France. À chaque fois qu'il est à l'étranger, c'est une crise, c'est une humiliation, c'est un état de délabrement, parfois personnel. Je ne l'ai pas oublié à Kinshasa, en train de déambuler dans les rues, en train de boire sa bouteille. Tout ça a été un ridicule achevé pour l'image de la France. La France est une grande nation, un trop grand, bien trop grand et glorieux pays pour ce nain, ce traître. Et donc Macron doit partir. Car évidemment, tout nous donne raison. Je vous donne un exemple de ce qu'a fait Trump. Il voulait expulser des migrants clandestins vers la Colombie. La Colombie a dit on refuse de les accueillir. Pourtant, ils ont la nationalité colombienne, mais c'est un problème qui arrive assez souvent. Il a débloqué le problème en 3 heures. Il a déclaré: si vous refusez, j'augmente vos droits de douane à 25% et je refuse les visas de Colombiens qui veulent venir aux États-Unis. 3 heures plus tard, la Colombie a dit ramenez-les. On les reprend tous, et même d'autres. Alors j'ai vu des responsables politiques en France dire mais il faut faire la même chose. Ben oui, mais réfléchissez. Comment nous on fait pour augmenter les droits de douane? Nous n'avons pas la compétence pour augmenter les droits de douane. Nous avons donné cette compétence, qui est une compétence exclusive, je cite les traités européens, à la Commission européenne. Nous ne maîtrisons rien de notre commerce, et je crois que nos paysans le savent. On a vu le Mercosur et tout le reste. Donc ça, déjà, on ne peut pas le faire. Les visas, ouais, ça on peut peut-être encore le faire, mais c'est pas grave, je vais prendre un visa pour l'Italie, je passe la frontière ou à Belgique, je passe la frontière le lendemain, Schengen, Union Européenne, pas de règles, pas de contrôle, pas de frontières, vous ne pouvez pas les empêcher, et hop, c'est comme si j'avais un visa pour la France. Donc en réalité, et croyez pas que les pays qui négocient avec nous, qu'on a face à nous dans ces sujets, ne le savent pas, cette impuissance. Ils savent que nous sommes un pays qui n'a plus sa souveraineté, qui est un pays impuissant, et ils en jouent. Et dans le rapport de force, ils gagnent. Parce que face à un pays qui est devenu une colonie, un protectorat d'un empire technocratique, supranational comme l'est l'Union européenne, eh bien, vous perdez toujours. Une colonie perd toujours ses négociations. C'est ça la réalité. Donc dire, il suffit de faire comme Trump, c'est beau sur le papier, mais il ne suffit pas d'en avoir la volonté. Il faut que la volonté s'unisse à la souveraineté. Et j'y ajoute un 3e ingrédient, s'unisse à l'amour du pays. Si vous avez ces 3 ingrédients, la volonté, la souveraineté et l'amour du pays, alors vous faites des miracles et vous sauvez votre pays. Et c'est comme ça, et seulement comme ça, que vous pouvez sauver votre pays. Voyons tous les sujets sur l'agriculture. Tout fonctionne. Tout ce que nous disons ici fonctionne. Moi, j'étais, il y a quelques semaines, en lutte avec les bonnets jaunes de la coordination rurale.
On avait même fait des petits événements devant l'Élysée, on s'est un peu amusé. Jusqu'à ce qu'il y a un garde qui arrive, qui comprenait pas bien pourquoi on filmait devant le palais de Sa Majesté. Parce que vous n'avez plus le droit de filmer devant le palais de Sa Majesté maintenant. Hein. Mais, même avec un petit téléphone, mais de la même manière, vous n'avez pas le droit de porter vous savez, un bonnet jaune. Hein. C'est 135 € d'amende aujourd'hui. Et même des gardes à vue, y compris dans notre équipe. Hein. Nous avons, ils sont là, des personnes qui travaillent avec moi, des militants patriotes et des membres de mon équipe. On faisait une opération parfaitement légale. Se balader dans Paris avec un camion, des affiches contre le Mercosur. On passait devant le siège de la Commission européenne à Paris, devant le ministère de l'Agriculture, devant la Chambre d'agriculture. Et on avait déjà fait ça contre la réforme des retraites en passant devant l'Élysée. Ça s'était passé correctement. Et on arrive à Matignon et là, hop là, on nous envoie la troupe pour immobiliser le camion. Et alors c'était... Alors on avait l'impression d'être en train de préparer un attentat. Il fallait tout enlever. Et c'était scandaleux. On nous a arraché les affiches des mains, avec écrit Frexit dessus. Et puis on nous a emmenés deux de mon équipe en garde à vue. Illégal. Évidemment illégal. D'ailleurs, on a fait un tel ramdam sur les réseaux sociaux qu'ils avaient projeté de leur faire passer la nuit dans ces trucs qui sont quand même très indignes et très dégoûtants. Les petites cellules là, très sales. Et ils ont pu sortir heureusement le soir. Mais... ils ont quand même passé 8 ou 9 heures là-dedans, pour rien, de manière illégale. De la même manière, le camion a été empêché illégalement, les affiches ont été saisies illégalement, les policiers sur ordre, mais ordre débile, et je leur ai dit, d'ailleurs, tout a été filmé, on a tout filmé. Hein. Nous, on filme tout, on met sur les réseaux. Je leur ai dit, pourquoi vous obéissez à des ordres aussi débiles, je comprends pas. Ils devaient vérifier affiche par affiche dans le camion qu'on voyait même pas, c'est notre camion de manif. Ce qu'il y avait comme slogan sur les affiches. On est un parti politique. Hein. Normalement, on est protégé. Il paraît qu'il y a un article dans la Constitution qui protège les partis politiques. Mais la Constitution par M. Fabius ou Richard Ferrand, si vous voulez, effectivement, ça vaut pas grand-chose. Et puis, on avait même des fumigènes bleu, blanc, rouge qu'on utilise en manif. Alors là, c'est qu'est-ce qu'ils ont mis sur le PV? Détention d'armes explosives à proximité d'un ministère. J'allais faire sauter Matignon. Non mais on en est là, hein. Alors tous ceux qui nous disent « Mais vous plaisantez, en France c'est la liberté, quand vous dites dictature vous exagérez, oui on a un petit peu crevé les yeux des gilets jaunes, coupé quelques mains... » Enfin, ils le méritaient un petit peu quand même. Hein. Et puis, les manifs, la plupart du temps, maintenant, sont interdites ou hyper contrôlées. On vous fait tourner en rond, tout. On vous met des drones au-dessus de la tête. Nous, on les a maintenant, les drones. On a des drones maintenant, on leur fait coucou. Mais, puis bientôt, la reconnaissance faciale pour votre bien. Pour votre bien. Et puis, de toute façon, si vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y a rien à craindre. On va peut-être même aller lire vos mails. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, encore une fois... pourquoi vous craignez cela? Non, on en est là aujourd'hui. Donc si vous voulez, les agriculteurs ont besoin de protectionnisme. Ils ont besoin de patriotisme agricole. Ils ont besoin qu'on arrête avec ces règles idiotes de l'Union européenne qui font que dans les marchés publics, par exemple dans les cantines, vous n'avez pas le droit de mettre un critère national. C'est-à-dire que si on veut que nos gamins mangent des produits français, produits localement, on n'a pas le droit. Les règles européennes interdisent tout ça. Comme ils interdisent tout critère national ou de proximité géographique dans les marchés publics. Nos paysans savent que nous ne gérons plus, je l'ai dit, le commerce. Ursula a signé à Montevideo le 6 décembre dernier l'accord Mercosur, dans le dos de tout le monde, et contre la France. Mais on ne peut rien faire, nous avons donné notre souveraineté. Et on a même appris hier que non seulement elle a signé cet accord dévastateur pour nous, mais en plus, on va verser 1,8 milliard au Mercosur. La double peine. Et comme si c'était pas suffisant comme fardeau sur le dos des paysans, on n'arrête pas, encore cette semaine, de pondre des directives européennes qui autorisent par exemple les insectes et les larves dans l'alimentation humaine. Alors cette semaine, c'est, tenez-vous bien, j'ai noté, hein, attendez. J'ai pas encore goûté, mais, enfin je crois pas. De la poudre de larves traitée aux UV, qu'on pourra trouver dans les pains, les petits pains et les fromages. Voilà. Ça a été autorisé cette semaine par l'Union européenne et il y a une
société néerlandaise qui vient de demander l'autorisation, c'est une première, de mise sur le marché de la viande de synthèse fabriquée en laboratoire. Voilà où nous en sommes avec l'Union européenne. De plus en plus de paysans comprennent, je sais qu'il y en a dans cette salle, ils me l'ont dit tout à l'heure, qu'il faut quitter l'Union européenne pour sauver l'agriculture française et sauver nos paysans. L'agriculture française, ce sont des siècles et des millénaires de travail de la terre qui a façonné nos paysages, façonné notre culture, façonné nos terroirs, façonné notre pays. Pas de pays sans paysans, disent-ils. Rien n'est plus vrai que cela. C'est du bon sens. Et évidemment, pour manger bien, pour, y compris la protection animale, parce qu'à chaque fois qu'on fait venir de ces pays-là, il n'y a aucune règle, et on le sait bien. Pour l'écologie, mais la vraie. Pour qu'on sache ce qu'on a dans notre assiette, et pour faire vivre ces hommes et ces femmes dignement, pour arrêter que 2 d'entre eux se suicident chaque semaine dans une indifférence totale du monde politique et médiatique français, il faut qu'on reprenne la main sur notre commerce, sur notre paysannerie, sur notre agriculture, sur notre alimentation. Et ça, je ne connais pas d'autre méthode, mes chers amis, que de quitter l'Union européenne. De la quitter. Mais non seulement on la quittera, mais si un pays comme la France la quitte, on la détruit. Parce que ce truc-là, il faut le tuer avant qu'il nous tue. Voilà, moi je ne le considère pas. On n'est pas là pour négocier le réaménagement de notre cellule. Ah, je vais déplacer un meuble dans ma cellule où je vais la repeindre en vert, en rose, en bleu marine, en bleu reconquête, en rouge, ce que vous voulez. Non, moi je quitte la cellule et je fais sauter la prison. C'est ça le Frexit. C'est pour avoir la liberté. Notre industrie le sait aussi. C'est la même problématique. Évidemment... Ah, l'épargne. Vous êtes pressé de la donner à Ursula, c'est ça? Ah oui, mais ça fait partie... Non, mais ça, elle a raison. C'est le projet d'union de l'épargne. Hein. Ça, ils sont tous... À Davos, ils en ont beaucoup parlé cette année, en disant il y a 300 milliards rien qu'en France qu'on pourrait récupérer. Et on en ferait des choses merveilleuses pour votre bien. Mais on vous les prendra pour votre bien. On gérera à votre place. Bon, ça, c'est aussi... Comme l'euro numérique, vous avez vu que Trump, on peut mettre aussi dans les décrets présidentiels, interdiction du dollar numérique. Très important. L'euro numérique est une catastrophe. Mais pour pas avoir l'euro numérique, pour défendre les espèces, l'argent liquide, et nous voulons constitutionnaliser l'existence de l'argent liquide, parce que c'est une liberté totale. La seule solution, c'est de quitter l'euro et l'Union européenne. Il n'y en a pas d'autre non plus. L'industrie, je le disais, l'immigration, j'en parlais tout à l'heure. Nous devons y ajouter la CEDH qui nous interdit de faire ce que nous voulons et d'expulser là où nous voulons. Nous devons récupérer la maîtrise de nos frontières, reconstituer un corps de douaniers, savoir expulser qui on veut, quand on veut, accueillir ou pas qui on veut, quand on veut. Les règles sont claires. Vous venez en France, vous comportez mal, vous n'avez rien à faire en France. Si vous comportez bien, on estime qu'on peut vous faire venir. Vous comportez bien, vous travaillez, vous respectez les lois, vous parlez français, il n'y a pas de problème. Nous sommes un pays qui est un pays généreux, mais à condition qu'on arrête avec ces chiffres délirants de 300 000 entrées par an, plus l'immigration clandestine, de cet asile dévoyé, et qu'on décide ce qu'on fait nous-mêmes. Si on estime que vous n'avez plus rien à faire dans le pays, alors on doit pouvoir vous expulser du jour au lendemain. Et pour ça, il faut être un pays souverain. Sur la santé, mes chers amis, Trump a quitté l'OMS. Salvini a déposé en Italie un projet de loi pour quitter l'OMS. Nous devons quitter l'OMS. On n'a rien à faire là-dedans. L'OMS, c'est privatisé. Totalement privatisé aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le bien commun, avec le partage universel des connaissances qui est nécessaire. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est le règne de la fondation Bill Gates
et c'est le règne de Big Pharma, de l'industrie pharmaceutique. Nous devons évidemment sortir de l'OMS. On avait fait d'ailleurs une manif pas très loin d'ici, en juin dernier, contre le traité mondial sur les pandémies à Genève, et nous avons réussi à retarder cette échéance. Et je crois maintenant qu'avec le départ des États-Unis, qui était le premier contributeur financier, l'OMS, elle est cuite. Alors si elle est cuite, on s'en va encore plus vite. Sur la question de l'écologie, la vraie écologie, ce sont les circuits courts et c'est la relocalisation. Évidemment, ce modèle mondialiste, production et de recyclage à des milliers de kilomètres, est ce qu'il y a de plus destructeur, de pollueur. Ça pollue les mers, les océans, la terre, les sols, l'air. Ça détruit la faune et la flore. Parce qu'on parle beaucoup du climat, mais on a complètement oublié qu'on était en train de détruire la faune et la flore, qu'il y a un continent de plastique, et ça, plus personne n'en parle. Ben moi j'en parle. Et je dis que la vraie solution, c'est cette vraie écologie qui n'a rien à voir avec l'escrologie mondialiste. Donc stop au libre-échange, stop à toutes ces dingueries qui nous viennent des directives européennes comme les ZFE, comme les DPE dans les logements, stop au projet de passe carbone, stop à tous ces projets de restriction de liberté et de taxes. Enfin, sur l'école, je veux qu'on apprenne à lire, écrire, compter, et non pas l'éducation sexuelle dès qu'on a 3 ans. Voilà. Nous avons tout en France. On a un pays d'une richesse extraordinaire, d'une culture incroyable, qui a une profondeur historique de siècles, de millénaires, qui a un peuple qui ne demande qu'à vivre et qu'à revivre. Un pays qui a une présence sur 12 millions de kilomètres carrés d'espace maritime. Le pays qui compte le plus de fuseaux horaires dans tout le monde entier. Un pays avec un outre-mer extraordinaire, résistant, qui nous a donné d'ailleurs des leçons de résistance ces dernières années, comme peu le fait. Le monde se recompose, il y a les BRICS, cette dynamique nationale, un monde qui se rééquilibre. Il y a Trump, évidemment, j'en parlais. Et la France, alors, on va rester dans ce réduit totalitaire, liberticide, dingue, qui s'appauvrit, qui s'appelle l'Union Européenne, où on va se rouvrir au monde. Et on va se souvenir que nous sommes un pays qui est appelé à avoir une voix diplomatique, une voix qui défende ses intérêts nationaux et qui défende la paix. Et c'est pour ça qu'on n'a rien à faire dans l'OTAN, mes chers amis. Parce que si nous défendons la paix, alors c'est incompatible avec l'OTAN. Moi, je crois profondément en la France. Nous, patriotes, nous agissons par tous moyens, sur le terrain. On colle des affiches, on distribue les tracts, on fait des procès à ceux qui doivent et qui les méritent et qui doivent être devant la justice. On fait des manifestations, on écrit aux élus, on fait pression sur les députés, sur les sénateurs, sur les maires. On ne lâche rien, on ne lâchera rien. Cette année 2025, c'est une année de tournant, c'est une année extraordinaire, c'est une année de changement, de rupture. Elle sera ce que nous en ferons. Alors je vous le dis devant vous, nous allons agir, agir, agir. Plus que jamais, on les aura. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. J'appelle tous nos amis, à commencer par Patrick Darlati. Allons enfants.